qu'aujourd'hui, nous avons besoin de changements transformateurs forts pour répondre conjointement à la crise climat et à la crise biodiversité. En plus, cette crise sanitaire que nous avons vécue, qui trouve en fait ses origines dans les pressions que nous exerçons sur la biodiversité, la déforestation, le trafic illégal d'espèces menacées, nous rappelle encore plus l'urgence d'agir, tout comme les derniers événements dramatiques climatiques comme les sécheresses, les inondations, qui sont à la fois des événements climatiques mais aussi des événements dramatiques pour la biodiversité. Nous sommes convaincus, et vous l'avez vu pour la première fois, l'UICN a organisé hier un sommet international des entreprises, que les entreprises doivent faire partie de la solution et que la communauté mondiale de la conservation de la nature doit travailler davantage avec eux pour qu'on trouve ensemble des solutions, pour qu'on évolue vers un modèle plus durable. Donc on ne peut plus continuer dans ce business as usual. Il faut vraiment qu'on agisse en transformation, en profondeur, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en impliquant tous les salariés des entreprises, comme ça a été présenté juste avant lors de cette session. Le comité français de l'UICN travaille maintenant depuis bientôt 15 ans en partenariat avec des entreprises. Nous avons choisi de s'engager avec elles pour qu'on réponde conjointement aux enjeux de la biodiversité. Donc on a maintenant 9 grands partenaires entreprises qui sont tous présents ici et que je salue: Heidelberg Cement France, Equiom, Veolia, Engie, Storengy, EDF et Veolia, et l'Occitane en Provence, et puis Primagaz. Et le dernier que nous avons signé hier, Vittel. Nous travaillons avec chacune de ces entreprises dans le cadre d'un partenariat qui est structuré en 3 axes. Le premier, et c'est le plus important, c'est l'intégration de la biodiversité dans la politique de l'entreprise. Donc c'est vraiment le premier travail qu'on fait ensemble, c'est-à-dire on travaille vraiment sur un état des lieux des impacts et dépendances de l'entreprise pour définir une stratégie, un plan d'action et mobiliser l'expertise que nous avons au comité français du ciel pour travailler avec les équipes au sein des entreprises pour qu'on trouve les bonnes solutions et les bonnes actions. Le deuxième axe, c'est les travaux en commun, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enjeux sur lesquels on se dit que c'est mieux qu'on travaille ensemble, conjointement, pour bénéficier de vos expériences relatives, pour tirer les leçons et savoir qu'est-ce qu'on peut faire davantage. On l'a fait sur le sujet, par exemple, de la compensation écologique ou sur le sujet de la mobilisation des salariés dans les entreprises. Le troisième axe est un axe mécénat, où chaque entreprise partenaire soutient nos travaux, notamment la liste rouge des espèces menacées en France ou les solutions fondées sur la nature. Donc nous avons cette session pour vous présenter les engagements biodiversité de nos entreprises partenaires. Cette session va être animée par Florence Clapp, qui est notre chargée de programme sur les politiques de la biodiversité. C'est elle le point focal, le point d'entrée au comité français de l'UICN pour tous nos partenariats avec les entreprises. Elle est accompagnée aussi par Mélina, Alicia, Fanny. Et elle va avoir un dialogue avec chacune de nos entreprises partenaires sur l'engagement que vous avez sur la biodiversité. Merci encore à tous d'être là et je passe la parole à Florence. Merci beaucoup. Alors pour le premier panel de discussion, je vais appeler Monsieur Pillon, Monsieur Roberto Huette et Madame Karine de Boissezon. Donc je vous invite à vous asseoir sur les sièges à votre disposition. Donc Bruno Pillon, bonjour, vous êtes le PDG de Heidelberg Cement France, qui est le plus ancien partenaire du comité français de l'UICN, puisque ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble. Heidelberg Cement est un groupe allemand implanté en France à travers ses filiales
GSM Granula, Ciment Calcia, Unibéton, qui produit et commercialise des matériaux de construction, ciment, granula et béton prêt à l'emploi et qui répondent donc aux besoins des territoires. L'exploitation de la ressource minérale, donc vous le savez tous, cause des impacts forts sur la biodiversité, sur les écosystèmes, mais c'est aussi pour cela que vous êtes engagés depuis de nombreuses années dans la stratégie nationale pour la biodiversité, que vous avez renforcé vos engagements dans différents dispositifs, Act for Nature International, aujourd'hui entreprise engagée pour la nature. Et la démarche que vous avez développée est assez originale pour diminuer vos impacts sur la biodiversité et favoriser cette biodiversité sur certains de vos sites. C'est ce que vous appelez le système de management de la biodiversité, OSM Bio. Et vous inscrivez aussi vos actions dans une démarche d'amélioration, on va dire, démarche d'amélioration continue qui vous a amené aussi à élargir votre panel d'actions et notamment à travers un projet de solutions fondées sur la nature qui est un réaménagement de carrière en permaculture. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire votre engagement en faveur de la biodiversité? Aujourd'hui, vous avez 89 sites qui appliquent le SM Bio. Donc est-ce que vous pouvez nous dire concrètement à quoi ça consiste, ce système de management de la biodiversité? Et peut-être un mot très rapide aussi sur le projet de solutions fondées sur la nature. Merci. Merci Florence, bonjour à tous. D'abord, je voulais évidemment remercier le comité français de nous laisser la parole aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, Florence, ça fait 15 ans qu'on travaille avec le comité français. C'est-à-dire qu'on l'a rejoint, je crois, c'était à demi-vie, parce que le comité français doit dater de 92 ou 93. 15 ans pendant lesquels on a énormément progressé, grâce à l'appui évidemment du comité. Et on a réussi à le faire en gardant à l'esprit un leitmotiv, je crois, qu'on partage, c'est-à-dire qu'il faut toujours concilier le développement économique et la vitalité écologique. Et je crois qu'on a réussi à le faire. Alors, Florence, vous avez cité deux initiatives, j'y reviens tout de suite. Mais on s'est livré à l'exercice, je ne sais pas où est Fanny, là, qui était par là. C'est aussi grâce à Fanny, elle est partie. Non, elle n'est pas là. Donc Fanny qui nous accompagne au quotidien, on s'est livré à l'exercice d'identifier sur ces 15 années 15 initiatives clés et je dois dire qu'on a eu plutôt un problème de choix et ça traduit simplement que des partenariats comme ceux-là, ils ont deux sens que dans la durée. Et ça illustre, je pense, le nombre de ces initiatives, les progrès importants qu'on a pu faire avec votre appui et l'appui de vos équipes. Donc je vais revenir sur le SM Bio. Donc le SM Bio, en fait, on a mis en place ce SM Bio après ou l'année où on a rejoint la stratégie nationale pour la biodiversité, c'est-à-dire en 2011. Et en fait, le sujet est assez simple. L'entreprise a beaucoup d'expérience évidemment dans les systèmes de management, que ce soit les systèmes de management de la qualité, de la sécurité, de l'environnement. Et l'idée c'était d'appliquer les mêmes principes à la biodiversité, mettre en place ce système de management par la biodiversité. Alors, les mêmes principes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se donne des objectifs, on se donne des indicateurs, on fait des revues. Et vous noterez que je n'ai pas parlé d'évaluation, je pense que c'est un grand sujet. Il a été largement évoqué lors de la conférence inaugurale hier. C'est un besoin critique pour la biodiversité, on en parlait encore hier soir Sébastien, et ça manque. Et c'est difficile, c'est la nécessité d'évaluer nos actions. C'est encore quelque chose qui est très compliqué. Donc l'idée... Florence l'a rappelé, c'était de mettre en place donc, ce système de management qui est censé en fait évidemment donner une feuille de route à nos collaborateurs dans leurs actions au quotidien. Et l'idée c'était, et c'est toujours, de le généraliser sur l'ensemble de nos sites carriers. Je le disais tout à l'heure, on a une centaine de sites carriers en France. Florence le rappelait, on a donc aujourd'hui 89 sites qui sont sur ce système de management de la biodiversité. Et l'idée et l'ambition, c'est d'être à 100% de nos sites avant la fin de 2023. Donc ce système SM Bio, et ça fait le lien avec la conférence précédente, ne fonctionne que sur un principe de double responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la responsabilité de l'entreprise qui met en place ce système, mais il y a la responsabilité individuelle de chacun des collaborateurs, c'est absolument clé, c'est évidemment ça qu'il faut emmener. Moi, et c'est possible, moi j'ai coutume d'utiliser la comparaison.
On est un métier dans lequel, comme un certain nombre autour de cette table, évidemment Robert ici aussi, où la sécurité est un enjeu absolument prioritaire pour nous. Personne aujourd'hui, aucun de nos collaborateurs, quand il arrive sur un site, ne remet ça en cause. C'est-à-dire c'est vraiment maintenant dans l'ADN des collaborateurs, se protéger soi-même, protéger les autres. Il faut simplement avoir le même raisonnement, la même approche pour la biodiversité. C'est vers ça qu'on essaye de tendre. Donc voilà, ça c'est sur la partie évidemment SMBio. On essaye de s'améliorer avec votre soutien, et s'améliorer, vous le rappeliez Florence, et aussi s'ouvrir à des nouvelles solutions, dont celles que vous avez mentionnées, solutions fondées sur la nature. Alors, on va prendre ça avec beaucoup d'humilité, parce que c'est quand même un sujet qui est très nouveau, hein, qui concerne donc notre carrière de marteau dans l'Eure. Et l'idée, c'est de réaménager, hein, vous savez que c'est des obligations légales, on en parlait tout à l'heure aussi, de réaménagement de carrière. L'idée, c'est réaménager cette carrière, et ça c'est une première, selon les principes de la permaculture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on réaménage la carrière, ce qui est une obligation légale, là on va se pencher plutôt, davantage sur favoriser la coexistence de systèmes de production variés, hein, c'est ça qu'on essaie de faire. Évidemment, développer l'agriculture biologique en s'ancrant localement, parce que l'idée derrière, c'est de privilégier tout ce qui est circuit court. On s'appuie, là encore, sur l'expertise du comité français, et aussi, coïncidence ou pas, sur la ferme de Bec-et-Loing, qui est tout proche, hein, parce que c'est à quelques kilomètres de cette carrière. Donc c'est un projet au long cours qui est très intéressant, parce qu'il répond au double défi de la sécurité alimentaire et des boucles locales courtes. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant, parce qu'on est encore tout nouveau. Je voudrais juste, peut-être pour conclure mon propos, parler de la conviction profonde qu'on a. On est un métier qui est très local, hein, l'exploitation de carrière, c'est très local. On fait des produits qui voyagent peu, on est très ancré dans les territoires. On s'est donné, il y a 1 an et demi, une raison d'être, hein, qui est construire le monde de demain. Et le message qu'on passe, c'est notre travail, c'est mon travail sans relâche à tous nos collaborateurs, c'est de dire que construire ce monde de demain, il peut se faire qu'en veillant à la préservation, évidemment, de la biodiversité qui est notre bien commun. Voilà, merci. Merci beaucoup Bruno Pillon. Restez ici et je vais passer la parole à Monsieur Roberto Huette, qui est directeur général du groupe Ekiom, donc un autre acteur des matériaux de la construction et en partenariat avec le comité français depuis 2013. Donc Ekiom est une filiale du groupe CRH, le groupe irlandais. Vous êtes actif en France dans les domaines de la production de ciment, de granulats, de béton prêt à l'emploi et du traitement et de la valorisation de déchets. Vous êtes engagé également dans le dispositif Entreprises engagées pour la nature. Et puis pour renouveler et améliorer vos engagements que vous avez pris en 2013, dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, vous avez un nouveau programme d'action 2021-2025 et vous êtes fixé l'objectif d'avoir 90% de vos sites avec un plan de gestion biodiversité d'ici 2025 et d'avoir tous vos sites avec des partenaires locaux d'ici 2022. Alors à la croisée de ces différents objectifs, et on l'a vu tout à l'heure dans la session précédente, on vous accompagne à la réalisation de synthèses visuelles qui sont des documents qui associent les parties prenantes locales et qui permettent de montrer les enjeux biodiversité de vos sites avec les actions qui sont mises en place. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire votre nouveau programme d'engagement et puis on aimerait savoir aussi comment se concrétise son ancrage sur le terrain et quels sont les moyens dédiés. Merci. Merci Florence. Merci aussi pour votre invitation. Je pense que c'est très important, comme le disait Sébastien, de considérer les entreprises comme une partie de la solution. Je pense que ça a été dit hier au sommet des CEO, mais c'est quand même important que vous le réaffirmiez aujourd'hui. Je pense vraiment qu'on est très engagé pour ça, donc ça me semble important. Peut-être avant de venir dans le concret sur la partie biodiversité, je dois dire que comme Veolia, comme ça a été expliqué dans la séance précédente, on a essayé d'encadrer ça dans le cadre d'une charte RSE dans laquelle on a pris un certain nombre d'engagements. Donc à commencer par la partie CO2, où évidemment on s'est engagé sur une neutralité carbone à horizon 2050, mais on a aussi fixé des objectifs très ambitieux sur 2030. On est sur des objectifs de kilos de CO2 par tonne de ciment. Je pense aujourd'hui les plus ambitieux en France. Donc
c'est assez disruptif, on va dire. Ça demande aussi des investissements importants. Mais je pense, donc ça c'est très important pour l'entreprise évidemment, parce que les enjeux financiers sont énormes. Mais je pense que c'est aussi important, et ça a été très bien rappelé hier, de considérer la biodiversité au même niveau que le CO2. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de notre charte RSE, on s'est fixé comme objectif d'avoir un gain net de biodiversité sur l'ensemble de nos activités. La difficulté que l'on a, et je pense que ça a été très bien expliqué aussi par Christine Lagarde hier, c'est comment on mesure. Donc c'est là où on a besoin de vous, c'est là où on a besoin d'investir, on a aussi besoin de chercheurs pour essayer de mesurer ça de façon plus concrète. Mais notre engagement, il est très net, et on a commencé à travailler avec vous pour essayer de voir de quelle façon on peut mesurer ça. Le deuxième axe important, dans le cadre de la RSE, Bruno l'a rappelé, c'est cette partie sécurité qui est extrêmement importante de nos activités, parce qu'on est quand même dans des activités qui sont dangereuses. Et donc je pense que c'est le fait d'améliorer la culture de nos collaborateurs au niveau de la sécurité, mais également au niveau de la biodiversité, non seulement au niveau de nos collaborateurs, mais aussi au niveau de nos sous-traitants. Et donc, voilà, on essaye de faire ça au quotidien. Par exemple, en ce moment, on vient de lancer une action qui s'appelle Ensemble et Solidaire. C'est la cinquième édition, et un des axes, c'est la formation de l'ensemble de nos collaborateurs sur la fresque du climat, que vous connaissez peut-être. On essaye, on va voir si on se lance aussi sur la même formation sur la fresque de la biodiversité, qui a été développée récemment. Et je pense qu'il y a un grand intérêt de la part de nos collaborateurs pour ce genre de choses. J'ai bien noté ce que vous faisiez, je trouve très intéressant sur les cafés biodiversité. Je pense que ça peut faire partie des choses que l'on fait. Et le dernier point qui me semble important, c'est aussi, comme on est des activités très locales, d'avoir l'appui, d'avoir le travail des ONG au niveau local pour définir ensemble les plans d'action biodiversité, ce qu'on veut faire sur chacun des sites. Et donc accompagné par l'IUCN, mais aussi accompagné par les ONG au niveau local, voir de quelle façon on peut améliorer la biodiversité sur nos sites et arriver à ce gain net de biodiversité qu'on s'est fixé comme objectif. Merci beaucoup Roberto Huette pour ces explications. Donc je passe maintenant la parole à Karine de Boissezon. Bonjour. Donc vous êtes directrice de la direction du développement durable chez EDF. Bon, EDF tout le monde connaît, mais c'est un acteur majeur quand même de la transition énergétique. Vous êtes présent sur l'ensemble des métiers, de la production jusqu'à la distribution. C'est important quand même de rappeler ça pour comprendre ensuite les impacts, les dépendances et les actions que vous pouvez mettre en place. Vous avez développé un mix de production diversifié qui est basé sur le nucléaire, le thermique, l'hydraulique et aussi les énergies renouvelables, principalement en France, mais aussi dans un bon nombre de pays dans le monde. Vous vous êtes doté d'une politique biodiversité dès 2006 et en 2021, vous avez décliné votre raison d'être en 16 engagements, dont un engagement sur la biodiversité. Et ce dernier est structuré autour de 4 axes, dont l'un concerne la restauration des écosystèmes et puis favoriser aussi on va dire la biodiversité sur les espaces et notamment vos emprises foncières, donc avec la question de freiner l'artificialisation des sols. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu majeur puisque c'est la principale cause d'érosion de la biodiversité, le changement d'utilisation des terres et des mers. D'ailleurs, on constate que depuis 1992, il y a un doublement de la surface des zones artificialisées. Et c'est aussi un sujet qu'on a apporté au comité français de l'UICN, qui a été adopté par les membres lors du congrès mondial de la nature, donc sur ce sujet-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste concrètement ce nouvel engagement pour la biodiversité, déjà dans un premier temps ? Merci beaucoup. Donc déjà pour contextualiser, effectivement, la biodiversité, EDF, ça date d'il y a 40 ans et c'est pas le nucléaire, en l'occurrence le départ c'est l'hydroélectricité parce qu'en fait c'est ça notre productible de départ et on le sait effectivement, il y a des enjeux de biodiversité assez forts avec l'hydraulique et donc c'est à partir de là qu'on s'est doté de connaissances scientifiques, qu'on a fait des partenariats et à partir de 2006 effectivement on a fait cette politique biodiversité.
climat et biodiversité, on le sait, il y a énormément d'injonctions contradictoires en fait pour un énergéticien. Et donc c'est une bonne nouvelle qu'on ne le fait plus en silo, mais ça reste quand même toujours très complexe. Alors heureusement, il y a des belles histoires. Je vais vous en donner une parce que c'était une grande nouvelle d'hier. On a annoncé notre candidature à la liste verte de l'UICN d'un plateau au Laos qui s'appelle le plateau du Nakai. J'ai la chance d'avoir le président de l'entreprise qui est là avec nous aujourd'hui. Et l'ambassadeur du Laos, il a raconté l'histoire de façon extraordinaire en disant bah voilà, ce plateau en fait avant d'être, comme il l'a dit lui-même, le dépotoir des bombes pendant la guerre du Vietnam, il était aussi abîmé par la culture du brûlis. Nous on a fait un barrage énorme, hein, il faut le reconnaître, donc il y avait des enjeux biodiversité, c'est 4 milliards de mètres cubes d'eau, mais derrière on a protégé ce plateau du Nakai. C'est 4000 km², c'est un hotspot de biodiversité et en fait du coup on voit aujourd'hui l'intérêt de mettre les deux ensemble, c'est-à-dire l'hydroélectricité permet d'avoir une énergie renouvelable, à côté ça donne des revenus pour protéger la biodiversité, sinon ça n'aurait pas été fait, et par ailleurs, et ça c'est le lien avec le foncier, on a un projet de mettre du solaire flottant, donc ça veut dire qu'on n'utilise pas le foncier, on ne va pas cannibaliser du foncier puisqu'on va faire de l'hybridation sur la retenue d'eau en mettant du solaire, et ça fait quoi? Ça fait qu'on économise l'eau précieuse qu'on peut utiliser pour l'irrigation du riz dans une zone qui est relativement pauvre. Donc voilà, donc c'est typiquement ce genre d'histoire, très belle, très beau projet sur lequel on veut être présent. Et ce projet, c'était 250 millions de dollars rien que pour l'environnement et le social. Donc notre histoire, elle part de l'hydraulique. Évidemment, derrière, on a le nucléaire et l'ensemble des énergies renouvelables. Et on le sait bien, les densités énergétiques de ces projets ont des impacts de biodiversité très différents. C'est pour ça aussi qu'on a fait un programme avec l'UICN pour faire les règles d'or du solaire et de l'éolien et leur impact sur la biodiversité. Donc tout ça, c'est des engagements RSE, c'est de la raison d'être, mais je rejoins mes camarades, c'est surtout des salariés. Donc effectivement, la gouvernance entre les salariés et le top management est essentielle. On a un comité RSE au niveau du COMEX, un comité RSE au niveau du conseil d'administration, et c'est eux qui valident les engagements Act for Nature et le bilan de nos engagements, et on rend des comptes, c'est transparent et c'est essentiel. Très bien, merci beaucoup Karine. Si vous avez un autre exemple à donner sur la stratégie voilà, foncière, mais je pense que c'était déjà un bon exemple. Oui, alors je vais vous parler peut-être rapidement de l'agrivoltaïsme. Donc EDF a un énorme plan solaire en France, 30 gigawatts, ça veut dire 4 fois la capacité installée aujourd'hui. Donc évidemment, c'est un enjeu foncier majeur. Et donc aujourd'hui, on fait des démonstrateurs avec notre recherche et développement. J'ai oublié de le dire, la recherche et développement d'EDF, c'est 2000 chercheurs, c'est 650 millions d'euros de budget et des chercheurs dédiés à la biodiversité. Et donc ces démonstrateurs d'agrivoltaïsme, l'idée c'est quoi? On met des panneaux solaires à plus de 5 mètres de hauteur, ce qui permet donc aux tracteurs de passer, et on fait de la culture derrière, et on étudie finalement l'impact du rendement à la fois énergétique et la pousse en dessous agricole. Voilà, donc ça c'est typiquement un enjeu pour éviter la cannibalisation des usages, et donc on est évidemment très, très motivé pour y arriver, parce que sinon on n'arrivera pas à faire à la fois la PPE et protéger la biodiversité. Merci beaucoup Karine, merci beaucoup à tous les trois. Vous pouvez les applaudir fort. Donc je vous invite à rejoindre vos places et j'appelle Karine Cross, Elsa Favreau et Monsieur Pierre Champlin pour la deuxième tableau, s'il vous plaît. Voilà. C'est la diversité, c'est ça. Alors je vais commencer par vous, Karine Cross, bonjour. Donc, vous êtes directrice du développement durable chez Veolia, qui est un groupe spécialisé dans les métiers de l'eau, des déchets, de l'énergie. Donc vos activités sont en lien très étroit avec les milieux naturels. Vous êtes engagée depuis 2012 dans la stratégie nationale pour la biodiversité et vous avez renouvelé vos engagements dans le dispositif Act for Nature international. Et vous êtes présent aujourd'hui dans plus de 40 pays dans le monde. Vous êtes doté d'une raison d'être dont l'une des priorités, c'est de préserver la biodiversité, les milieux naturels et la ressource en eau. Et pour cela, vous avez construit un outil de mesure d'empreinte biodiversité sur les milieux adaptés à vos activités. C'est un outil qui sert de base au déploiement de vos plans de gestion et de vos plans d'action sur vos sites sensibles, et vous avez décidé qu'à minima, une des actions qui devait être mise en place, c'était le zéro phyto. Et c'était notamment un des sujets qui est très prégnant aujourd'hui.
On y a travaillé avec l'association Noé, on a présenté et proposé une recommandation aussi internationale pour généraliser les alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse, et notamment dans les espaces agricoles, mais aussi sur les sites d'entreprise. Et donc ça a été adopté par les membres de l'UICN. Donc justement, où est-ce que vous en êtes dans l'application du zéro phyto? Parce que c'est vraiment un cas d'application concret par une entreprise et un cas d'application de cette recommandation. Comment concrètement est-ce qu'on passe d'une mesure d'empreinte biodiversité à un plan de gestion concret à mettre en œuvre? Et puis vous commencez aussi à développer des projets d'infrastructures vertes, des projets de solutions fondées sur la nature. Donc est-ce que ce sont pour vous les enjeux de demain, et est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont vos perspectives? Merci Florence. Je me permets d'enlever le masque comme vous, ça sera plus entendable. Nous, chez Veolia, donc la biodiversité, c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis très longtemps, parce qu'évidemment, c'est un peu au cœur de nos métiers. Comme vous l'avez dit, Florence, on a 3 métiers qui sont l'eau, les déchets et l'énergie. Et par nos métiers, par nature, on participe à la préservation de la biodiversité. Par exemple, quand on nettoie les eaux usées pour éviter les rejets dans les nappes phréatiques, par définition, on participe à la biodiversité. Quand on évite la pollution de l'air, la pollution des sols, là aussi, on participe à la biodiversité. Donc c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur à tous les salariés de Veolia et sur lesquels on est très impliqués. Donc on essaye de préserver la biodiversité, mais par nature, comme tout le monde, on y porte aussi atteinte, parce que par définition, on a des empreintes au sol, on a des rejets de pollution résiduelle. Donc voilà, comme tout le monde, il faut aussi qu'on mette en place un plan d'action ambitieux en matière de biodiversité. C'est pour cette raison qu'on a un partenaire historique de l'UICN. Je fais un petit pas à côté, mais on a aussi, en termes de gouvernance, un réseau de Critical Friends, qui sont des amis critiques de Veolia, qu'on réunit de manière régulière pour leur présenter un peu notre stratégie, notamment environnementale, nous challenger. Et dans ces Critical Friends, on a Julia Marton-Lefebvre, qui est l'ancienne directrice générale de l'UICN, qui est là avec nous d'ailleurs, et qui nous apporte beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur chez Veolia. Et on a 3 types d'actions, quelque part du plus spécifique au plus global, parce qu'on croit beaucoup au changement de paradigme. Notre président, directeur général Antoine Frérot est là. Il est venu hier au sommet des CEO. Il est en train d'intervenir à une plénière sur l'eau douce. Et on croit beaucoup chez Veolia au rôle de l'entreprise, au changement de paradigme et au partenariat qu'on peut faire entre toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc voilà, pour revenir au sujet, on a 3 types d'actions. Les premiers, c'est les plans d'action très spécifiques. On a en effet, comme vous le disiez, des empreintes biodiversité qu'on déploie sur les sites avec à la fois un outil automatique, parce qu'on croit beaucoup dans tout ce dont on a parlé, l'objectivation, la quantification, donc des choses très automatiques pour être objectivables, et l'appui d'un écologue, parce qu'on a quand même toujours besoin à la fin de quelqu'un qui remet ça en perspective. Donc ça, on est en train de le déployer sur nos sites. C'est Colline, voilà, qui est là-bas, qui se charge de déployer ça sur tous les sites Veolia pour faire des plans d'action les plus appropriés possibles. Donc c'est vraiment un gros travail de faire ça sur tous nos sites industriels. On essaie de passer 75% de nos sites au zéro phyto, c'est-à-dire zéro pesticide, ce qui est un enjeu assez significatif, parce que vous le savez tous, vous connaissez la biodiversité, quand il n'y a plus de phyto, l'aspect esthétique des sites peut changer. Il faut aussi faire de la pédagogie. C'est pas nous qui faisons le traitement des espaces verts, c'est nos sous-traitants, donc il faut aussi former nos sous-traitants. Donc tout ça, c'est vraiment des actions assez conséquentes et qui nous prennent du temps et qui, nous espérons, auront de l'impact. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième, c'est les solutions fondées sur la nature. On est convaincu qu'il faut s'orienter vers les solutions fondées sur la nature, mais qu'il faut trouver un business model rentable. Parce qu'évidemment, on est des entreprises malgré tout. Et ce qu'on cherche à trouver, et on sait qu'on y arrivera, en tâtonnant avec tous les exemples locaux qu'on a, c'est des solutions fondées sur la nature qui soient rentables. Et à partir de là, on pourra les déployer sur tout le territoire. Et notre dernier étage de la fusée auquel on croit beaucoup, c'est la performance plurielle du groupe. C'est-à-dire que Veolia est un des premiers groupes désormais à piloter sa performance de manière plurielle. C'est-à-dire qu'avant, moi j'ai dirigé une BU pendant 5 ans, j'avais 3 objectifs de chiffre d'affaires, de marge et d'endettement. Je voyais que comme tous les patrons de BU, son bonus est quand même largement dirigé par ça. Donc on pense chiffre d'affaires, marge et endettement. Et là, cette année, c'est la première fois qu'on va piloter la performance de Veolia, de toutes les filiales de Veolia, avec une performance plurielle où on inclut des indicateurs environnementaux, dont la biodiversité. Et donc désormais, tous les cadres du groupe vont se dire, ah, tiens, si je veux avoir mon bonus, il faut que je fasse quelque chose sur la biodiversité. Et c'est ça qu'on appelle un changement de paradigme et qui, à mon avis, va encore plus changer la donne, parce que les gens vont être obligés de regarder ça au quotidien. Donc voilà un peu où on en est à ce stade chez Veolia. Merci beaucoup, Karine. Alors, je vais passer la parole à Elsa Favreau.
Elsa Favreau, bonjour. Vous êtes responsable biodiversité pour le groupe ENGIE, qui est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Vous êtes engagé dans la stratégie nationale pour la biodiversité également depuis 2011 et dans Act for Nature dès le lancement de l'initiative. Votre raison d'être, c'est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. La préservation de la biodiversité y a toute sa place, puisque vous recherchez un impact positif sur la planète. Et vous vous êtes doté aussi de plans d'action sur vos sites, des plans d'action de gestion écologique que vous mettez en place avec vos parties prenantes, donc sur vos sites sensibles. Et vous avez un objectif d'atteindre 50% d'ici à 2025, donc pour la mise en place de ces plans de gestion, et 100% d'ici à 2030. Et on vous appuie aujourd'hui dans votre travail d'identification des impacts et des dépendances sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. Et vous avez déjà réalisé ce diagnostic pour le stockage de gaz et les centrales photovoltaïques. Alors on souhaiterait que vous nous rappeliez les priorités pour le groupe en matière de biodiversité, sur les plans de gestion, la compensation, et également les solutions fondées sur la nature. Et concernant, si de manière plus pratique, les analyses ACV, traçabilité, biodiversité, enfin tous les outils aussi d'empreintes que vous déployez, est-ce qu'au final ça vous permet de mieux cibler vos enjeux pour ensuite identifier les actions vraiment importantes à mettre en place sur la biodiversité, puis quelles sont vos perspectives pour la suite? Merci Florence. Donc, pour nous aussi, le partenariat avec le comité français de l'UICN, c'est une longue histoire. Ça a commencé par l'engagement dans la stratégie nationale pour la biodiversité, donc avec une échelle un peu modeste à l'échelle du groupe, mais qui était un focus plutôt français. Puis petit à petit, on a élargi au périmètre européen pour arriver avec notre feuille de route d'aujourd'hui à driver les enjeux en fait biodiversité partout dans le monde. Avec un objectif effectivement de définir des plans d'action pour l'ensemble des sites présentant un enjeu biodiversité. Et en fait concrètement c'est 95% de nos sites, donc ce qui représente quand même un gros périmètre, avec plusieurs approches dans ces plans d'action. Une approche gestion écologique un peu similaire à Veolia, avec le zéro phyto, intégrer les enjeux locaux, travailler avec nos parties prenantes, mais aussi lorsqu'on doit le faire et qu'on n'a pas pu faire le éviter réduire, pour faire le lien avec la question de la présentation précédente, on travaille sur la compensation, et pour la compensation on a décidé de respecter la recommandation qu'avait écrite l'UICN et votée en 2016, donc très important aussi. Autre point sur lequel on attache de l'importance, puisque on travaille à l'échelle territoriale et donc avec des partenaires, c'est d'essayer de mettre en place au maximum des solutions fondées sur la nature, ensemble sur les territoires. Et l'autre point que Florence citait, c'est qu'on a décidé d'approfondir l'analyse de nos impacts et dépendances que nous connaissons, mais on aimerait aller plus loin, et notamment dans la chaîne amont. Et pour cela, on s'est engagé dans les travaux de SBT for Nature, donc Science Based Targets for Nature. La première étape dans les Science Based Targets, c'est d'identifier ces fameux impacts et d'utiliser pour ça différents outils. Nous, chez ENGIE, on avait la chance d'avoir beaucoup d'analyses de cycle de vie disponibles pour nos activités. Donc on a fait le choix d'intégrer les critères biodiversité dans ces analyses de cycle de vie. On est au début. Ça a des aspects positifs, certains critères peuvent être intégrés. Malheureusement, on n'intègre pas toutes les pressions identifiées par l'IBES notamment. Et donc on essaye de compléter, on essaye aussi d'autres méthodes, comme par exemple ENCORE ou le Global Biodiversity Score également, pour avoir cette vision exhaustive sur les 5 pressions. Merci beaucoup Elsa. Oui. On va désaccepter. Donc je passe la parole à Pierre Chambaud. Je peux commencer en attendant. Vous êtes le directeur général de Storengy, filiale d'Engie, en charge du développement et de l'exploitation de 21 sites de stockage souterrain de gaz naturel en Europe, dont 14 en France. Dans le cadre de la transition énergétique, vous participez à l'essor des gaz renouvelables avec la production et le stockage de biométhane et d'hydrogène. Vous avez décidé d'adhérer à la SNB également
il y a quelques années, en 2014, d'apporter votre contribution justement à la biodiversité et notamment à travers des actions de sensibilisation, en particulier des actions de terrain, pour sensibiliser vos collaborateurs aux enjeux de la biodiversité et en lien avec vos parties prenantes. Vous avez d'ailleurs un certain nombre de partenaires locaux, comme la LPO, le Muséum national d'histoire naturelle ou les conservatoires d'espaces naturels, et puis au niveau national avec le comité français. Et en 2018, on a mené avec vous une étude pour identifier les bénéfices sociaux, sociétaux et économiques des actions que vous mettiez en place en faveur de la biodiversité. On a identifié un certain nombre de recommandations et de leviers autour de ce sujet. Donc est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide bilan de votre engagement en faveur de la biodiversité? On souhaiterait également savoir comment s'inscrivent vos nouveaux engagements, entreprises engagées pour la nature dans le développement de votre activité et en particulier donc, un de vos engagements phares qui montre votre volonté de renforcer et de structurer les partenariats locaux, donc vraiment votre ancrage sur les territoires et donc comment aussi cet ancrage sur les territoires ça vous permet d'améliorer vos pratiques de gestion sur vos sites industriels. Oui, merci Florence. En fait, comme vous l'avez très bien rappelé, depuis le début des années 2010, la biodiversité en tant que telle est vraiment une affaire qui est développée à partir d'ailleurs de volontés plutôt individuelles au départ et qui a été repris en 2014 et structuré avec cette adhésion à la stratégie nationale biodiversité et ce partenariat avec l'UICN. Et bon, je pense que parmi nous, on a peut-être des personnes qui sont là pour voir quelle est notre expérience et je pense qu'un partenariat comme avec l'UICN est très important parce que ça nous a permis de structurer des plans d'action réalistes parce que, comme il a été rappelé par mes confrères tout à l'heure, nous sommes une activité industrielle et la sécurité des hommes et de nos actifs est quelque chose d'important et donc amener un pilotage biodiversité et des actions biodiversité, il faut vraiment prendre en compte cette obligation sur nos sites. Alors quels ont été les résultats très concrets que nous avons pu finaliser? Donc depuis 2018, je suis quand même très fier d'être à la tête d'une entreprise qui n'utilise plus de produits phytosanitaires pour entretenir ses sites. Nous avons donc une gestion raisonnée écologique de nos sites et ça on a pu le faire grâce par exemple à ce partenariat, vous l'avez mentionné tout à l'heure, avec le Muséum d'histoire naturelle qui nous a aidés dans un bilan écologique de nos sites et comment pouvoir supprimer progressivement les zéro phyto. Ça ne s'est pas fait sur les 14 sites au même, à la même vitesse et à la même rapidité, mais 2018 on a pu supprimer la totalité du zéro phyto. Une autre action, on l'a exposé tout à l'heure, c'est la sensibilisation et aussi la formation de nos salariés. Alors, c'est pour vous donner un bilan rapide. Alors, si on se projette vers l'avenir, quels sont nos nouveaux engagements? Et la préservation de la planète, en fait, nous oblige à préserver la biodiversité et nous oblige aussi à préserver le climat. Et donc, la préservation de ce climat est un impératif pour nous qui est en train de révolutionner notre stratégie, puisque nous sommes dans une révolution énergétique que nous vivons tous les jours dans le monde de l'énergie. Et nous devons absolument adapter nos installations, nos infrastructures gazières pour accueillir maintenant le gaz renouvelable, le gaz vert. Nous avons accueilli au début le gaz de ville qui était fabriqué dans des usines. Nous avons ensuite, nous sommes passés au gaz fossile et maintenant ce gaz fossile, émetteur de CO2, nous souhaitons promouvoir ce gaz vert pour remplacer progressivement ce gaz fossile et donc ça nécessite une adaptation de nos installations industrielles et donc une obligation pour nous d'intégrer ces enjeux biodiversité dans les projets que nous réalisons sur nos sites. Des projets qui démarrent déjà dès maintenant, c'est la possibilité d'autoproduire l'énergie sur nos sites, installation de fermes photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques, mais également de diminuer la consommation d'énergie. Donc tous ces projets et d'améliorer aussi la maintenance industrielle de nos sites, tous ces projets
doivent maintenant passer par une évaluation et une prise en compte de la biodiversité, éviter, réduire, compenser, comme on le disait tout à l'heure sur ces nouveaux projets. Enfin, pour terminer, sur le partenariat local, il est très important pour nous, nous sommes implantés sur les territoires depuis le début des années 60 et des années 50 même, et nous devons continuer à travailler avec les territoires. Nous sommes une partie prenante importante en termes d'emploi, en termes économiques, et nous avons une empreinte très importante également sur les territoires. Et donc la biodiversité, je le constate en rencontrant depuis de nombreuses fois les élus, notamment sur les territoires, c'est quelque chose qui est aussi dans leur préoccupation. Vous savez que le zéro phyto est quelque chose qui est une obligation pour les communes depuis 2017, et donc nous pouvons partager nos expériences. Un sujet sur lequel nous travaillons actuellement grâce à cette approche biodiversité, c'est rendre les trams noirs, développer les trams noirs, et donc de plus en plus diminuer l'impact lumineux de nos sites par rapport à ces problématiques de sécurité. Donc nous travaillons pour diminuer et supprimer progressivement ces impacts lumineux. Nous avons aussi des projets de gestion écologique avec les collectivités autour de nous. Et donc, comme vous l'avez dit, et j'en termine là, nous avons aussi pas mal d'associations comme la LPO, comme les conservatoires d'espaces naturels, qui nous aident à gérer de façon paritaire cette biodiversité sur nos sites. Voilà. Merci beaucoup Pierre Chambaud, on peut applaudir cette deuxième table ronde. Je vous invite à regagner vos places et j'invite donc Raphaël Archambaud, Emmanuel Pulis de Chavannes et Françoise Gresson à prendre place. Raphaël Archambaud, bonjour. Vous êtes directrice développement durable du groupe L'Occitane, qui fabrique et commercialise dans le monde entier des produits de cosmétiques et de bien-être qui sont riches en ingrédients naturels. Donc par essence, votre métier, c'est effectivement d'utiliser des produits issus de la biodiversité. Donc l'approvisionnement en matières premières constitue pour vous un enjeu majeur. C'est au cœur de vos engagements depuis 2016. Vous avez renforcé ces engagements au sein du dispositif Entreprises engagées pour la nature, mais aussi avec de nouvelles certifications dont vous nous parlerez. Vous vous attachez aussi à limiter le plus possible l'impact de vos activités sur l'environnement, depuis la conception des produits jusqu'à leur distribution et en passant par le travail d'éco-conception et de développement de nouvelles formules qui vont être respectueuses de la nature. Et on vous a aidé à travers un diagnostic à améliorer la traçabilité de votre chaîne de valeur et notamment en proscrivant l'utilisation d'espèces menacées de la liste rouge de l'UICN ou d'espèces exotiques envahissantes. Donc première question, est-ce que vous pouvez nous détailler les axes forts de votre stratégie biodiversité et les avancées que vous avez pu obtenir ces dernières années ? Merci Florence. Effectivement, je vais recommencer par ce constat. Donc le groupe L'Occitane, on produit et distribue des produits cosmétiques. En cosmétique, l'impact principal sur la biodiversité, il vient de notre approvisionnement en matières premières. C'est-à-dire selon la manière dont les plantes qu'on utilise dans des matières premières pour nos formules sont cultivées, ça peut avoir un impact extrêmement négatif sur la biodiversité ou extrêmement positif. Donc ça, ce constat-là, en tout cas pour l'industrie cosmétique, le groupe L'Occitane l'avait compris il y a déjà très longtemps, parce que c'est une entreprise qui est très proche du terrain. Donc on a une équipe d'ingénieurs agronomes qui fait 200 visites par an sur le terrain auprès de producteurs. Donc ça, on l'avait compris, et donc on a mis en place des projets de terrain. Alors par exemple, je peux citer l'immortel en Corse. Donc c'est un ingrédient qu'on utilise beaucoup du coup dans des produits. Et on a en 2001 du coup lancé un programme de plantation de culture biologique d'immortel avec des producteurs locaux en Corse pour éviter la surcueillette et pour éviter du coup d'avoir une atteinte sur l'écosystème en Corse. Donc ça c'est un exemple terrain, donc on l'avait compris il y a longtemps justement cet impact-là, mais c'est vraiment avec, grâce au diagnostic effectivement du comité français de l'IUCN qu'on a pu beaucoup plus quantifier et comprendre que cet impact justement principal, il venait de ces matières premières-là. Donc ce diagnostic, ça nous a aidé à du coup accélérer sur deux grands sujets. Un, la traçabilité justement des matières premières, et deux, le développement du coup beaucoup plus
de techniques agroécologiques, agriculture régénérative, du coup dans les matières premières du coup qu'on utilise. Alors justement, quels sont les défis qui vous restent à relever pour la transformation de votre chaîne de valeur? Bon, je dois accélérer apparemment. Effectivement, alors nous, ce qu'on arrive très bien à faire quand on est en direct avec des producteurs, du coup de plantes, on peut travailler avec eux justement sur des pratiques agroécologiques. Ça, c'est facile, on le fait très bien, on sait le faire depuis très très longtemps. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est les commodités. Donc les grosses matières premières qui sont utilisées et achetées en grosse quantité et pour lesquelles la traçabilité est extrêmement compliquée à avoir. Et c'est pour ça que comme nous, on est encore un petit peu petit, on achète peu de ces choses-là, donc notre impact et nos leviers, ils sont pas énormes, et donc on s'associe du coup avec d'autres entreprises, donc notamment via OP2B, One Planet Business for Biodiversity, et d'autres, France Amande pour la culture de l'amande en Provence. Donc on croit beaucoup à la collaboration justement pour être plus nombreux et avoir un petit peu plus d'impact et essayer de tracer justement ces commodités. Merci beaucoup Raphaël pour tes explications et d'avoir joué le jeu pour effectivement le temps imparti. Emmanuel Puvis de Chaval, vous êtes le directeur des affaires publiques de Primagaz, qui apporte de l'énergie gaz en bouteilles ou en citernes dans les 27 000 communes françaises qui sont situées en dehors du réseau de gaz naturel. Vous vendez du propane et du butane en combustible ou en carburant et vous êtes le premier fournisseur de biopropane. Et vous nous expliquerez justement comment est issu ce gaz. Depuis plus de 10 ans, vous accompagnez vos clients qui sont des collectivités ou des industriels vers des énergies qui sont moins polluantes et renouvelables. Vous avez d'ailleurs pour ambition d'ici à 2040 de distribuer uniquement des énergies renouvelables. Et en 2018, sous notre impulsion, vous êtes engagé dans les dispositifs nationaux et pour mettre en place une politique volontariste en faveur de la biodiversité. L'enjeu prioritaire pour vous se situe également au niveau de vos approvisionnements en termes de connaissances, mais aussi en termes d'impact sur les écosystèmes. Vous avez beaucoup progressé ces dernières années, avec notamment le travail qu'on réalise avec vous d'écriture d'un cahier des charges biodiversité, donc pour vos fournisseurs, pour améliorer la traçabilité et la durabilité des produits. Et puis avec également l'objectif d'avoir dans un an 75% de vos sites avec un plan de gestion écologique. Alors quels sont les challenges pour vous dans le monde de demain qui doit être plus durable et quels sont les avantages et les obstacles à la conduite du changement dans votre chaîne de valeur? Merci beaucoup Florence, effectivement vous avez résumé, il y a beaucoup de choses à faire, les challenges sont très importants. Alors vous l'avez compris, la biodiversité elle est au cœur de la stratégie RSE de Primagaz. Ça c'est le premier point et vous avez rappelé quelques dates de notre engagement. Effectivement 2018 l'engagement dans Act for Nature, 2019 le partenariat avec le comité français de l'UICN et puis 2020 l'engagement dans les entreprises engagées pour la nature. Donc voilà, ça marque vraiment le début de notre chemin sur la biodiversité et au terme de cela on a décidé de mettre en place notre propre feuille de route et on l'a mis en place grâce à vous par un diagnostic sur l'impact que peuvent avoir nos activités sur la nature, sur l'environnement. Alors du coup en fait cette feuille de route elle peut se décliner en 4 points. Il y a ce que vous disiez à l'instant, la traçabilité, la durabilité de nos produits, c'est un point qui est clé. Il y a un deuxième axe qui concerne l'exemplarité de nos sites et des sites de nos clients. Il y a un quatrième point qui concerne, je dirais, la pédagogie auprès de nos équipes, auprès de nos clients également. Et puis un dernier point sur l'économie circulaire. Sur la traçabilité, vous le mentionnez tout à l'heure, effectivement, c'est un point qui est essentiel. On est engagé sur une trajectoire. On l'est déjà, c'est-à-dire que 2040, effectivement, 100% des énergies que nous proposerons seront renouvelables. Ça, c'est un point qui est important pour nous. Et on y est déjà, en fait, parce que dans l'énergie qui est fournie à nos clients, il y a déjà 20% de renouvelables. Donc on est en plein dedans. Alors, effectivement, pour agir, il faut comprendre, il faut connaître. Et c'est un petit peu ce qui a été fait également par l'Occitane. Connaître, ça veut dire pour nous avoir la connaissance et la traçabilité sur 50% de nos produits.
Aujourd'hui, on ne l'a pas forcément, ou on l'a de façon globale. Et c'est important de l'avoir de façon beaucoup plus approfondie. Donc ça, c'est un point qui est effectivement essentiel, qui l'est pour le gaz conventionnel dit fossile, mais également pour le gaz renouvelable. C'est un point qui est important. Vous parlez de biopropane tout à l'heure. Nous, ce que l'on souhaite véritablement, c'est avoir des garanties sur les conditions de production. Ça, c'est le premier point. Et également sur les composants. Les composants, ça concerne plus le biopropane. Parce que le biopropane, donc c'est un biogaz qui est fabriqué à partir de déchets industriels. Ça, c'est le premier point. Et aussi d'huile végétale. Donc, effectivement, on a vraiment ce souci de bien connaître, d'avoir une bonne connaissance. Et on le fait par deux biais. Le premier point, c'est, vous le soulignez, un indicateur d'empreinte écologique. Et donc ça, on y travaille pour savoir où on en est et ce qui reste à faire. Et puis également, notre plan d'action, un cahier des charges, en fait, qui nous permet de savoir ce que l'on va faire. Je crois qu'il faut que je termine en deux mots. Ce que je voudrais dire, et ce qui est important, c'est que pour avancer, bon, il faut faire preuve d'humilité, mais en même temps de volonté, de volontarisme et d'agréger les meilleures compétences. Et le comité français de l'UICN en fait partie. C'est vraiment dans ce chemin qu'on est en train de s'avancer, et on vous remercie d'ailleurs pour ça. Merci beaucoup Emmanuel. Je vais passer la parole à Françoise Bresson. Bonjour, vous êtes directrice RSE et communication chez Nestlé Water France. Vous êtes notre nouveau partenaire depuis hier. Votre activité de minéralier consiste à proposer des eaux minérales naturelles originaires de France et particulièrement de la région des Vosges et du Gard. Il y a 30 ans, vous avez été l'un des pionniers en développant le programme AgriVert en partenariat avec l'INRAE qui consiste à développer une agriculture zéro pesticides pour protéger la ressource en eau et la biodiversité. Et donc cette année, vous avez décidé d'accélérer ce mouvement en vous appuyant sur un outil d'empreinte biodiversité pour mieux mesurer vos impacts et le faire également à tous les niveaux de votre chaîne de valeur qui est assez étendue puisque ça va du prélèvement de la ressource en eau en passant par le conditionnement avec le packaging, la commercialisation et également le recyclage. Donc pourriez-vous nous expliquer votre démarche et notamment votre nouvelle ambition d'atteindre un impact positif sur la biodiversité d'ici à 2030 en contribuant à la restauration des écosystèmes? Et pouvez-vous nous partager quelques actions phares en matière de biodiversité? Merci Florence. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais revenir un petit peu sur le contexte avant de vous dérouler la roadmap parce que c'est toujours important de comprendre d'où vient une entreprise et pourquoi elle s'engage dans ce chemin. Donc Florence l'a rapidement présenté. En 1992, en fait, on a eu un programme extrêmement innovant puisqu'il faut se replonger dans ces années-là où on a développé tout un programme sur les bassins versants zéro phyto qui visait à préserver la ressource en eau qui est au cœur de notre activité de minéralier et qui, vous le comprenez, fait que nous sommes extrêmement dépendants de la nature. Donc nous avons travaillé en collaboration depuis 30 ans avec les municipalités, les habitants, les agriculteurs, les associations pour pouvoir développer ce programme zéro phyto qui s'est accompagné d'une gestion raisonnée de la forêt, le suivi de la qualité des cours d'eau et ce programme a vraiment changé toute la manière d'aborder l'agriculture à Vittel. Et on s'est rendu compte que ce programme de préservation des sols avait forcément un impact positif sur la biodiversité. On n'était pas capable de le mesurer, mais on le voyait. Ces 30 années ont vraiment été concentrées sur cette préservation des sols. Et puis depuis une dizaine d'années, vous n'êtes pas sans savoir et vous imaginez bien qu'on est avec notre entreprise au cœur de beaucoup d'enjeux environnementaux. On a parlé de l'eau là, mais on a aussi les émissions carbone, l'impact des packaging et on top de tout, on a un impact sur la biodiversité. Donc l'enjeu qu'on a maintenant depuis plusieurs années, c'est comment on peut intégrer le vivant dans notre écosystème. Et c'est pas si évident parce que le mot vivant, ça fait pas si longtemps en fait qu'il est associé aux entreprises. Et tout l'enjeu pour nous aussi, c'est comment on arrive à intégrer ce vivant, non pas comme une donnée ou une stratégie, mais comment on arrive à le mettre au cœur de nos ADN.
Et cette approche-là, c'est aussi pour ça qu'on est devenu partenaire du comité français de l'IUCN. On a besoin de vraiment la porter au cœur de nos entreprises. Et quand je dis la porter, c'est qu'il faut qu'elle soit en conscience dans nos organisations. Ça veut dire quoi en conscience? Ça veut dire que nos leaders, nos décideurs doivent comprendre ce que c'est, mais doivent vraiment le comprendre pour que chaque plan d'action l'intègre dès le départ. Donc je parle des décideurs, mais il y a aussi les collaborateurs. Il faut que la conscience arrive dans l'entreprise. Et une fois que la conscience est dans l'entreprise, il faut apporter de la data. C'est un petit peu comme les démarches carbone. On est arrivé maintenant à bien avoir énormément de data dans les émissions, mais aussi dans les projets de compensation. Il faut exactement qu'on ait la même chose sur les enjeux de biodiversité. Et donc, pour avoir cette conscientisation plus de l'action, cette data-là, on est allé la chercher à travers ce qu'on appelle le GBS, le Global Biodiversity Score, qui est développé par la CDC. Donc qu'est-ce que c'est le GBS? Le GBS, c'est une agrégation de deux types de données. On va regarder toutes les données qui sont liées à l'entreprise, donc on va aller chercher des données financières, des données d'achat de matière, de packaging, du carton, de l'aluminium, je me dépêche, et on va agréger aussi des données scientifiques. À partir de là, on va avoir toutes les pressions sur notre chaîne de valeur. Et ces pressions sur la biodiversité vont nous permettre d'avoir des roadmaps. Alors on a eu de la chance, on avait quand même anticipé pas mal d'enjeux. Donc tous nos enjeux sur la neutralité carbone, les émissions carbone à réduire et à compenser. Donc neutralité carbone, impact sur l'eau, renforcement du programme Agri-Vert font partie de toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour préserver la biodiversité dans les 10 prochaines années. Ce qui nous a été aussi qui a été très riche pour nous, c'est que ça, comme vous l'avez dit, on y va avec beaucoup d'humilité. Mais ça nous permet aussi d'avoir des nouvelles collaborations. Ces nouvelles collaborations nous apportent des nouvelles expertises, nous changent nos paradigmes et nos process d'organisation. Nous aussi, on devient des écosystèmes interdépendants et ça aussi, c'est fondamental. Et au final, on rajoute beaucoup de fierté d'appartenance. Vous imaginez bien qu'on est une entreprise très chahutée. Cette fierté d'appartenance, elle est fondamentale parce que ça correspond aussi aux volontés des salariés qui veulent s'engager à fond. Donc, je m'arrête là parce que je sens une forte pression. Voilà, donc sachez qu'une entreprise, même chahutée, doit s'engager et elle a le devoir de s'engager. En fait, ce partenariat avec l'UCN, ça nous donne plus de devoirs en fait, que le reste. Donc, on va y être très attentifs. Merci beaucoup, Françoise. Et on est là aussi un peu pour remettre la pression, justement. C'était une pression positive. Non, merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu pour vos présentations et d'avoir respecté les 3-4 minutes d'intervention. Je vais repasser la parole à Sébastien Moncor qui va procéder à la conclusion. Merci beaucoup Florence, merci à vous tous, nos partenaires. On est très fiers d'avoir ces partenariats avec vous. Je vais résumer juste en quelques mots-clés que j'ai notés de vos différentes interventions, qui résument aussi un peu les attentes que nous avons vis-à-vis de partenariats avec les entreprises. Ambition, volonté, objectif, feuille de route, mesures, indicateurs, données, action concrète, immédiate, et les bons ingrédients du succès, travailler dans la durée, bénéficier de l'expertise, dialogue, collaboration, pédagogie, que ce soit avec les autres parties prenantes ou au sein de vos entreprises avec vos propres collaborateurs. Donc je crois qu'une fois qu'on a tout ça réuni dans un partenariat, on a les clés du succès et on est ravis de vous avoir à nos côtés sur cet engagement fort pour la biodiversité qu'on souhaite continuer à développer, renforcer, voilà, pour qu'on arrive véritablement d'ici 2030 à avoir renversé la tendance sur l'érosion de la biodiversité et même avoir commencé à rétablir son état et à l'avoir reconquérir dans les territoires au bénéfice de tous, y compris jusque dans les territoires et auprès de vos partenaires locaux. Voilà, merci à tous de partager cette ambition.